d'être présent pour ce webinaire qui est important pour nous. C'est un enjeu important. Vous savez que nous sommes toujours dans la phase de mise en place, de déploiement de la plateforme dite plateforme Mon Alliance, mise en place par la Fondation. Nous sommes toujours dans la phase pilote et j'en profite pour remercier les alliances françaises de Seattle et de la Nouvelle-Orléans qui testent les produits et donc le feedback nous est tout à fait nécessaire. Et puis, je remercie Marguerite pour ses efforts, ses compétences, son talent à mettre en place cette plateforme pour laquelle elle ne ménage pas ses efforts. Et voilà, je la remercie aussi de son énergie débordante. Sans plus attendre, je vous laisse avec elle parce que c'est un long webinaire et je vous retrouve en fin de session. Je vous souhaite une bonne session de formation. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde, donc bienvenue pour ce webinaire qui s'intitulait Le potentiel pédagogique de la classe connectée ou des cours en ligne. Donc un petit rappel rapidement, si vous avez des problèmes techniques ou que ça bug à un moment ou que le son est haché, n'hésitez pas à tout éteindre et à tout relancer. Alors, première vraie question pour commencer, c'est comment nommer ce dispositif. Personnellement, ma première difficulté lors de la création de cette formation, ça a été la sémantique. Il y a une grande variété d'appellations dans les publications, les recherches actuelles en didactique du français langue étrangère. Donc, j'aimerais bien savoir avec vous, qu'est-ce qui vous vient en tête quand on parle de classe connectée, de cours en ligne? Comment est-ce qu'on peut nommer ce dispositif? Donc, allez-y à vos claviers. Comment est-ce que vous, en tant qu'enseignant, en tant que responsable pédagogique, vous nommez ce dispositif? Alors, je vois que vous êtes tous en train d'écrire. Des cours en ligne, ok, nous dit Détroit. De l'enseignement en ligne, des cours par Skype, d'accord. Très bien. De la classe virtuelle, nous dit New York. Ok, en effet. Donc, il y a, comme vous l'avez vu, un très très grand nombre de formulations possibles. En anglais, on dit même des Learning Management Systems, des plateformes, du FOAD, du Blended Learning, la formation multimodale. Voilà, nous, on a choisi de l'appeler un dispositif hybride. Alors, ça a l'air un petit peu horrible comme ça, mais finalement, si on se repenche sur la définition en latin de l'Académie française, hybride, ça veut dire composé d'éléments et d'origine ou de nature différentes. Donc, on y reviendra un petit peu ensuite sur quels éléments on mélange et comment on en arrive à faire un produit un petit peu hybride. Alors, une nouvelle offre adaptée à un public actuel. Ce qui est important de nos jours, c'est de constater qu'on ne peut plus vraiment enseigner de la même façon que moi, par exemple, ou vous peut-être, vous avez appris les langues, à savoir un modèle assez unique, descendant, où tout le monde fait la même chose au même moment, un peu en mode one size fits all. Et la plateforme, donc les plateformes hybrides ou de cours en ligne sont une bonne opportunité de se recentrer sur les apprenants. Alors, les apprenants, justement. Donc, on va se focaliser un petit peu plus. Ils ont déjà des usages connectés dans leur vie de tous les jours. La plupart fonctionnent en mobilité. Ils ont l'habitude de consulter des contenus numériques. Ils travaillent beaucoup sur Internet. Ils sont dans la communication continue. Ça découle de façon finalement assez logique à des besoins d'apprentissage en ligne, où il y a besoin de plus de flexibilité dans les cours, de plus de personnalisation, d'adaptation du contenu au profil de chacun, avec des déplacements qui sont contraints, des gens qui ne peuvent pas toujours se déplacer plusieurs fois par semaine dans les alliances françaises, et bien sûr un temps de cours qui est souvent plus réduit. Donc aux États-Unis, je voudrais mentionner aussi qu'on a une concurrence qui est vraiment féroce, notamment sur le français professionnel, que vos concurrents ont déjà pour la plupart beaucoup mis en place le numérique dans leur apprentissage, et que donc c'est important pour les alliances de proposer une offre qui corresponde à ces nouveaux usages modernes et connectés des apprenants. Donc, comment est-ce qu'on peut caractériser un cours en ligne? C'est, donc on l'a vu, un dispositif hybride. Donc la définition, ça serait toute forme d'apprentissage qui ne repose pas exclusivement sur trois unités classiques. On va voir tout de suite lesquelles sont. La première unité classique, c'est l'unité de temps, à savoir l'heure de cours. Dans un processus hybride, dans un cours en ligne,
Le cours peut se passer avant l'heure de cours, après l'heure de cours. On n'est plus limité à ces 60 minutes ou 45 minutes d'heures de session. Deuxième unité importante, c'est l'unité de lieu, la classe. Dans une classe classique, tous les apprentissages se passent uniquement en face à face, dans la pièce, dans la salle de cours. Ici, on va pouvoir démultiplier le lieu d'apprentissage et ce sera du coup et sur la plateforme et dans la classe. Et un troisième unité classique, c'est important également, ce sont les apprenants et les enseignants, les acteurs qui vont amener cette classe hybride. À nouveau, là, l'enseignant n'est plus forcément le seul interlocuteur de l'apprenant dans ce dispositif hybride. Donc finalement, si on reprend ces trois unités classiques, on pourrait penser qu'un travail de projet, par exemple un exposé à préparer en dehors de la classe, ça pourrait répondre à cette définition d'hybride. Il nous manque donc ici la dimension numérique, et donc avec un environnement technologique, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc on en vient à cette notion digitale, c'est cette traduction de l'anglais blended learning, donc qui articule à des degrés divers les phases de présentiel et de formation, donc dans une plateforme. Alors, en FLE un petit peu plus particulièrement, il y a un projet de recherche européen qui s'appelle eSub, qui est très intéressant, que je vous invite à consulter si vous voulez poursuivre un petit peu vos recherches, qui propose une définition avec 3 notions et 3 paragraphes. Première notion, donc, un dispositif hybride en FLE, c'est un dispositif de formation qui s'appuie sur un environnement numérique, donc une plateforme d'apprentissage, comme on vient de le voir. Ce dispositif propose aux étudiants des ressources à utiliser ou des activités à réaliser à distance, à savoir en dehors de la classe, ou en présentiel dans les salles de classe. Et c'est la dernière phrase qui va nous intéresser le plus. La proportion des activités à distance et en présence peut varier selon le dispositif. Et donc c'est cette proportion, ce curseur entre présentiel et distance, sur lequel on va pouvoir se focaliser maintenant ensemble. Donc pourquoi mettre en place un dispositif de cours en ligne? Alors, je voudrais faire un petit focus ici. Donc, l'objectif, on l'a vu un petit peu déjà, c'est de mettre en place une approche plus individualisée grâce à un travail en autonomie. En effet, certains apprenants sont plus à l'aise à l'oral, d'autres sont plus à l'aise à l'écrit. Vous avez tous dans vos classes des apprenants qui sont parfois muets et qui ne souhaitent pas s'exprimer. L'objectif ici, c'est de pouvoir leur donner le temps dont ils souhaitent pour consulter les documents, pour faire les exercices. Il y a une notion de temps qui est différente, et puis ils peuvent aussi aller chercher d'autres ressources pour approfondir les apprentissages. Un autre intérêt également, ça va être bien sûr de permettre une approche sociale et collaborative de la langue, avec à chaque fois de l'authenticité, du travail en groupe, de l'interaction, de l'émulation, que ce soit en classe ou directement sur la plateforme. Donc ça va vraiment permettre de focaliser plus, de remettre l'apprenant donc au centre en lui donnant plus d'opportunités pour personnaliser son apprentissage et lui donner l'opportunité de plus collaborer avec ses collègues au sein de la classe. Alors, valeur ajoutée pour l'enseignant. Première chose qui est importante, à mon avis, c'est la diversification des modes d'expression. Le plus souvent, dans la classe, les modes d'expression, c'est le mode d'expression principal, ça va être l'oral. On va s'adresser à l'oral, l'enseignant va animer la classe. Et l'objectif ici, ça va être de pouvoir proposer aux apprenants de s'exprimer à l'écrit sous forme de chat ou encore de clavardage, comme disent nos amis canadiens. Et on pourra même faire écrire et chatter les plus timides d'entre eux. Créer du lien social et affectif, je reviens, on en parlait il y a un instant. L'objectif, ça va être, parfois dans les alliances françaises, on a vu de nombreux exemples où les élèves se créent des réseaux sociaux, des groupes Snapchat, Facebook, WhatsApp, sur lesquels ils échangent déjà en marge de la classe. Et donc là, l'objectif, ça va être de leur donner cette plateforme où ils vont pouvoir travailler cette écriture collaborative, ce lien hors de la classe. L'individualisation, la personnalisation de l'apprentissage, autre valeur ajoutée vraiment importante, c'est que l'élève, il va pouvoir ici réécouter, relire, chercher des mots de vocabulaire, traduire et prendre conscience des documents à son propre rythme et à sa propre manière. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez spécifique. Le contact avec les autres locuteurs, c'est intéressant aussi. On peut mettre en place des e-tandems. Par exemple, on peut faire intervenir d'autres élèves. On peut mettre les élèves en
tandem entre eux dans la classe, ou faire intervenir les élèves d'autres groupes au sein de l'Alliance française. Comme c'est une plateforme internationale, on peut bien sûr travailler avec les élèves d'autres alliances françaises, voire même ailleurs dans le monde. On peut mettre en place des groupes thématiques, voire même des groupes d'échange avec des Français francophones. Euh, voilà. Et last but not least, dernière valeur ajoutée qui me semblait vraiment importante de noter ici, c'est le gain de temps. Ça, c'est un retour très important qu'on a eu des classes pilotes de nos collègues de Seattle et de la Nouvelle-Orléans, que je remercie encore ici. C'est vraiment que ça leur a permis d'annuler la phase de compréhension écrite qui est souvent assez longue, la phase de découverte, de compréhension globale et détaillée des documents qu'on doit faire au début de chaque unité didactique dans vos méthodes de FLE. Toute cette phase-là, elle peut être faite directement sur la plateforme avant le cours, ce qui permet de laisser beaucoup plus de temps en classe pour expliquer, parler, s'exercer, faire s'exprimer les élèves, les mettre en activité. Donc c'est vraiment un gain de temps considérable pour la classe. Donc on a vu ici les valeurs ajoutées pour l'enseignant. Passons maintenant du côté élève. Quels sont les avantages, les intérêts pour les apprenants? Donc premier aspect, c'est l'interaction en ligne. On l'a vu, ça va correspondre à ce qu'ils font au quotidien déjà, dans leur démarche de connectivité. La plupart ont un téléphone ou une tablette ou un ordinateur chez eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est un prolongement de l'apprentissage. Donc on va pouvoir leur donner des ressources complémentaires, des documents authentiques, des règles de grammaire, de l'explicitation, en prolongement du temps qu'ils ont eu en classe. Donc à nouveau, ça ne peut être que bénéfique pour eux. Ils vont aussi également avoir la possibilité, grâce à des exercices autocorrectifs, de s'entraîner en autonomie, en suivi. Le professeur pourra faire un suivi. Ils vont pouvoir s'auto-corriger avec des exercices et ça leur donnera accès également à des médias, des ressources complémentaires que l'enseignant aura sélectionnées pour eux. Autre intérêt particulier, c'est l'accès aux supports de cours. On va pouvoir du coup aussi partager avec les élèves toutes les ressources au lieu de faire des photocopies et de leur distribuer tous les documents complémentaires de l'enseignant. D'un point de vue un petit peu plus macro, si on monte cette fois-ci au niveau de l'Alliance française, quels vont être l'intérêt pour l'Alliance, pour la structure, de mettre en place ce genre de cours? Donc, une montée en gamme, bien sûr, de l'offre de cours. L'objectif, c'est d'attirer des nouveaux publics, des professionnels, par exemple, des enfants, des adolescents, avec une composante numérique qu'on pourra mettre en place dans tous les cours, que ce soit du niveau A1 jusqu'au niveau C2, que ce soit des cours avec ou alors sans manuel. Vous avez parfois des cours thématiques pour lesquels vous n'utilisez pas de manuel de flux, ça s'adapte aussi très bien. On va pouvoir mutualiser les ressources, les compétences, les formations au sein du réseau Alliance française, bien sûr ici à l'échelle des États-Unis, mais également à l'échelle mondiale. Et un autre intérêt, c'est vraiment que vos programmes et vos découpages de cours restent inchangés. C'est-à-dire que ce n'est pas une révolution, on s'appuie toujours sur le manuel. Si vous aviez l'habitude de faire une session qui devait couvrir 3 modules ou 3 chapitres en 30 heures, vous pouvez garder ce découpage en ajoutant simplement des exercices complémentaires sur la plateforme. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Des contenus pédagogiques préchargés. Donc, il y a des accords qui ont été passés avec la totalité des éditeurs de FLE. Donc, vous pourrez retrouver toutes les ressources des sites compagnons des éditeurs directement préchargés sur la plateforme. Et enfin, c'est important aussi, un service qui est clé en main, à savoir, il y aura des modules d'auto-formation pour les enseignants comme pour les élèves, et bien sûr, un service de soutien technique SAV qui sera disponible également. Alors, différents scénarios possibles. Maintenant, j'aimerais bien vous faire travailler un petit peu et vous dire, finalement, quelles sont les différentes modalités, quels sont les différents modèles de cours qu'on peut mettre en place sur une plateforme. On l'a vu, c'était une question de dosage, une question de curseur entre à distance et en ligne, et en classe, pardon. Donc, c'est un peu comme une recette de cuisine, c'est une question de dosage entre quoi et quoi. Alors, allez-y, à vos claviers. À votre avis, quels sont les mots, quels sont les éléments, les ingrédients de cette recette? Alors, j'attends vos réponses. Alors, Nelly nous dit la présence en cours et le travail à distance. En effet, c'est
c'est une des valeurs. Le présentiel et le virtuel, nous dit le FIAF, en effet. Alors, du coup, question de dosage entre les modalités. Est-ce qu'on va avoir un apprentissage qui va être complètement guidé, dans lequel on va prendre l'élève et on va l'amener d'une activité à l'autre de façon très régulière, ou est-ce qu'on va laisser l'apprenant s'exercer tout seul en autonomie dans les activités de son choix? Ce sont des modalités qui sont à définir. Autre type de dosage, ça va être les dosages entre les ingrédients. Qu'est-ce qu'on va y mettre dans cette plateforme? On va y mettre des ressources didactiques, des tâches, des activités choisies. Donc tout ça, à nouveau, ce sont des dosages et des paramétrages. Et enfin, troisièmement, les moyens de communication. Est-ce qu'on va plutôt utiliser cette plateforme en classe ou alors l'utiliser complètement en autonomie en ligne simplement, ou encore les deux? Donc, on va poursuivre un petit peu ensemble pour voir les différents scénarios qui sont imaginables. Le premier scénario que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est le présentiel amélioré, autrement appelé la classe connectée. Alors, à votre avis, à quoi correspondent les couleurs de ce magnifique petit schéma que je vous propose ici dans cette slide? À quoi correspond le bleu, par exemple? Alors, en bleu, la classe, vous êtes tous d'accord, en effet, c'est ça. Donc, en bleu, on a la classe. En rouge, on a les moments d'échange de cours en ligne. Donc, on voit bien que les moments où l'enseignant ou l'apprenant est sur sa plateforme ne sont pas intégrés à la classe et constituent des satellites extérieurs au temps de la classe. Donc, on l'a vu, la progression du manuel n'est pas modifiée. Vous continuez toujours à travailler dans ce présentiel amélioré, dans cette classe connectée, dans ce premier niveau d'utilisation finalement de la plateforme. Vous continuez à utiliser votre manuel que vous couvrez sur le même module. Je vais faire un petit peu plus fort. Donc la progression du manuel n'est pas modifiée et vous continuez à utiliser votre propre volume horaire. Les activités en ligne, du coup, sont non obligatoires et non discriminantes, à savoir un apprenant qui n'aura pas réalisé les activités en ligne pourra revenir en cours à la fois suivante et il n'aura aucun problème pour suivre tout à fait convenablement l'avancée et la progression du cours. Donc là, on va transposer les activités du manuel ou les activités complémentaires des éditeurs directement sur la plateforme. Donc, l'apprenant, il effectue dans ce premier niveau des activités complémentaires à son cours, complémentaires à sa méthode de FLE, grâce aux ressources, par exemple, des activités complémentaires et autocorrectrices des éditeurs de FLE. On en voit un exemple ici. Ça peut ressembler, par exemple, à ce genre d'activité de texte à trous. On a tout type d'activités, de la compréhension orale à la compréhension écrite. Voilà, donc ça, je vous ai pris un petit exemple ici. Autre type d'exemple ici, une compréhension orale sur j'aime, j'aime pas, du moins aimé au préféré, où il faut déplacer les vignettes pour les ranger. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. Alors, ensuite, donc, la classe connectée, quels sont finalement les grands avantages ce présentiel amélioré de cette classe connectée? C'est qu'on passe moins de temps à faire des exercices en classe. On ne va pas avoir à les corriger en cours spécifiquement. Donc, les activités en ligne correspondent aux activités du manuel et du coup, l'enseignant n'a pas à intervenir dans les activités qui vont être réalisées en ligne. Donc, gros avantage. Donc ça, c'était le premier niveau, vraiment. Le deuxième scénario, le deuxième niveau d'appropriation, c'est ce qu'on appelle le présentiel enrichi, la classe e-tutorée. Alors, qu'est-ce qui a changé là dans mon schéma? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces petits points rouges? Alors, en effet, donc, la plateforme est entrée dans la salle de classe. Donc, dans cette classe e-tutorée, dans ce présentiel enrichi, l'apprenant va réaliser des activités complémentaires en ligne, dont certaines vont se faire en interaction et grâce aux ressources des éditeurs ou aux ressources qui sont intégrées par l'enseignant. Donc, l'innovation ici, elle est dans l'enrichissement
de ce que vous faites en cours. C'est un peu un prolongement de la salle de classe dans ce deuxième niveau. Donc la progression du manuel n'est toujours pas modifiée, mais c'est également possible d'utiliser une classe tutorée pour des cours thématiques, par exemple sans manuel de flux, où l'enseignant devra créer, ajouter ses propres ressources directement sur la plateforme. Les activités en ligne sont toujours non obligatoires, mais elles sont vivement recommandées parce qu'elles participent à la vie du groupe hors de la classe et parce qu'elles enrichissent la programmation et l'apprentissage de l'enseignant. Donc ici, la différence avec le premier scénario, ça va être vraiment la création d'activités complémentaires au cours. Dans le premier niveau, on ne fait qu'utiliser l'existant dans la plateforme. Dans ce deuxième niveau, l'enseignant va aller créer des activités complémentaires, des tâches, il va poster des documents, créer des activités, des productions écrites collaboratives, il va y reposter des activités qu'il va avoir trouvées des sites des partenaires. Donc l'objectif ici, ça va vraiment être de pouvoir parfois faire des pratiques de classe inversée. Alors, qu'est-ce que la classe inversée? La classe inversée, c'est donc la possibilité de prendre connaissance avant le cours, du cours, pour lequel ensuite on va mettre en place des applications en classe. Donc, on va donner des explications et des activités sur une nouvelle notion qui seront réalisées sur la plateforme en amont. Et ensuite, en classe, on aura plus le temps d'accompagner les élèves, de les mettre en activité et de donner un éclairage, des éclaircissements sur la notion. Plus concrètement, qu'est-ce que ça donne? On voit ici un exemple de classe inversée. C'est comprendre l'imparfait. Donc, avant le cours, on demande à ces apprenants de regarder une vidéo sur la construction de l'imparfait. On leur demande de faire les exercices de leur cahier d'activité et on pourra y répondre pendant la classe le vendredi suivant. Donc, on est vraiment dans quelque chose de l'utilisation d'une plateforme en amont de la salle de classe. Donc, finalement, les avantages, on est dans quelque chose qui va permettre de l'authenticité dans les documents qu'on va mettre en lien avec le cours. Par exemple, si vous avez une unité pédagogique qui va travailler sur les vacances, par exemple, la plupart des méthodes de FLE vont avoir cette activité typique. Vous écrivez une carte postale de vacances. Ouais, vous avez tous eu ça dans vos méthodes. C'est pas toujours très réaliste parce que la plupart du temps, ils ne sont pas en vacances parce qu'ils sont chez vous. Et puis surtout, ils écrivent plus vraiment de cartes postales. Donc ici, on va pouvoir proposer des activités plus authentiques, plus réalistes, qui vont permettre aux élèves de parler de leur quotidien, de leur réalité. Par exemple, sur le sujet des vacances, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer comme tâche en ligne qui soit un peu plus réaliste? Est-ce que vous avez des idées de consignes qu'on pourrait leur donner sur la thématique des vacances qui permettraient aux élèves, du coup, de parler de quelque chose de réel et pas de l'écriture d'une carte postale virtuelle? Commenter un post sur Instagram, envoyer un texto à un ami, oui, absolument. On pourrait leur demander aussi, par exemple, de raconter leurs vacances de rêve, donc d'être dans quelque chose d'hypothétique à partir d'une photo. On peut leur faire rechercher des destinations, en effet, c'est une bonne suggestion. On peut leur demander s'ils préfèrent la mer ou la montagne et les faire argumenter. On peut leur proposer de parler de leurs prochaines vacances. Autant d'activités qui sont une vraie plus-value pédagogique parce qu'elles sont donc des productions authentiques, partagées, qui incitent vraiment les étudiants à être plus motivés. Donc, autre type d'exemple, ici on a une production écrite sur les années 80. Est-ce que vous avez grandi et vécu dans les années 90? Racontez un souvenir. À nouveau, on fait appel au storytelling, ce sont un peu les codes des réseaux sociaux. On fait appel au passé de l'apprenant, on lui fait raconter un souvenir, on travaille sur l'émotion, on lui fait regarder donc un document vidéo et on lui demande à son tour témoigner des choses, des objets dont il avait l'usage quand il était plus jeune. Par exemple, moi j'avais des Scooby-Doo. Vous connaissez ça, les Scooby-Doo? Autre type de tâche, donc de ressources complémentaires qu'on peut proposer. Ici, on a la plupart du temps dans les manuels, on va parler des associations françaises. Là, on a une activité qui est tirée du site de TV5 Monde. On peut utiliser par exemple un reportage, ici c'est sur France Gall, comme document déclencheur d'une activité. Demander aux élèves de regarder le reportage en amont, de répondre à une question, et ensuite ils arriveront en cours en étant déjà sensibilisés sur la notion qu'on voudrait travailler avec eux.
Autre type de tâche, dans toutes les méthodes de niveau A1, on va avoir une séquence traditionnelle sur la cuisine, la nourriture, le restaurant, comment commander au restaurant et tout le vocabulaire qui va avec. L'objectif ici, ça va être de demander aux élèves de s'impliquer personnellement dans des choses qui leur sont proches. Donc, on réutilise les codes des réseaux sociaux, on leur demande de parler de leur centre d'intérêt. L'objectif ici, c'est de leur faire recommander un restaurant de leur propre ville. Donc, vous pouvez aller chercher le lien sur TripAdvisor ou sur tout autre site de recommandation de restaurants de votre ville et vous leur demandez de recommander le meilleur. L'objectif, c'est de pouvoir créer une vie communautaire dans la classe, un partage de bons plans qui va permettre de créer ce sentiment d'appartenance et de créer du lien entre les apprenants. Et enfin, last but not least, un peu le rêve de tous les profs, c'est de permettre de finir les activités qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant le cours. Ça nous est tous arrivé dans la classe. Tout d'un coup, il est 55, on avait prévu d'encore faire 2 activités de réemploi de la notion qu'on avait vue aujourd'hui, et puis on n'a plus du tout le temps. Donc là, on va pouvoir faire un message sur la plateforme et dire aux élèves, ah, comme devoir, je vous propose de réfléchir au dernier exercice qu'on n'a pas eu le temps de faire ensemble. On vérifiera les productions lors de la séance suivante. Donc voilà, autre type d'activité, toujours dans cette classe connectée. Alors, dernier niveau, bien sûr, ça va être le 3e niveau, c'est le cours hybride ou la classe complètement connectée. Ici, vous voyez que sur ce schéma, on a un espèce de collier de perles qui correspond finalement à une alternance. Un cours en ligne, un cours en présentiel, un cours en ligne, un cours en présentiel. Donc ici, on est dans un cours qui est complètement hybride, à savoir dans lequel on a mis en place un scénario pédagogique complètement spécifique qui permet d'alterner une séance en présentiel et une séance en ligne. Dans ce cas particulier, la non-participation à une séance en ligne est complètement discriminante. L'étudiant qui n'aurait pas réalisé les activités qu'on attendait de lui en ligne ne pourrait plus revenir dans sa classe pour suivre le cours parce qu'il serait complètement perdu. Si on récapitule rapidement, ces 3 scénarios qui sont finalement assez complémentaires et combinables entre eux, c'est qu'on a dans un premier temps un présentiel amélioré, où on va tracer un outil qui est clé en main. La seule chose qu'on va faire, c'est utiliser les ressources des exercices autocorrectifs qui sont déjà présents dans la plateforme et dont l'utilisation est facultative pour les apprenants. Un deuxième niveau qui correspond à un présentiel tutoré où l'utilisation reste facultative, mais quand même elle est conseillée parce qu'on va y ajouter, l'enseignant va y ajouter de la création d'activités, des ressources complémentaires, supplémentaires à son cours. Et du coup, c'est forcément plus intéressant d'aller considérer ces cours, mais ce n'est pas toujours obligatoire. Et dans le cours complètement hybride, là, on va avoir une notion d'ingénierie de la formation où la présence de l'élève pour les activités en ligne est complètement obligatoire. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on nous demande quel est le scénario idéal. Mais il n'y a pas vraiment de scénario idéal. Il est idéal en fonction de votre structure. Il est idéal en fonction de la volonté de chaque alliance de mettre en place un cours en ligne. Il dépend aussi, bien sûr, de l'implication des enseignants, puisqu'on n'utilise pas, on ne passe pas le même volume horaire en présentiel amélioré dans lequel l'intervenant n'a que très peu de choses à mettre en place, à un présentiel tutoré dans lequel l'enseignant, on va lui demander de créer régulièrement des tâches, des activités, de produire et de poster des ressources complémentaires en ligne. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce point des choses ou est-ce qu'on peut continuer? Ça va, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Allez, on poursuit. Donc, je voudrais maintenant qu'on se focalise un petit peu sur les rôles de chacun. C'est vraiment quelque chose qui nous semble important également. Dans une salle de classe classique, l'enseignant, il a 3 missions. La première mission, c'est bien sûr d'informer, donc de transmettre le savoir, de transmettre ses connaissances et de transmettre le contenu des méthodes. La deuxième fonction, c'est d'animer. Il va organiser, régler les échanges, donner les tours de parole, organiser les activités. Et sa troisième fonction, c'est l'évaluation. On attend de lui qu'il corrige, qu'il évalue les productions des élèves. Donc ça, c'est dans une classe classique. D'accord? C'est notre gros cercle bleu tel qu'on l'a vu tout à l'heure dans notre schéma.
Dans un cours en ligne, finalement, quelles vont être ses nouvelles compétences, quel va être son nouveau rôle? Est-ce que vous pouvez deviner le nouveau rôle de l'apprenant grâce à ces photos? Qu'est-ce qu'on va attendre de l'apprenant, de l'enseignant, pardon? Quel va être le rôle de l'enseignant dans un apprentissage en ligne? Oui, vous avez tous tout à fait raison, c'est tuteur, tutoré. Euh, alors, en ligne, il devient un fameux tuteur. Alors, que fait un tuteur? Bien sûr, on ne lui demande pas l'impossible au tuteur. Cependant, il a des fonctions et des rôles qui sont complètement différents de ce qu'on va faire dans une salle classique dans laquelle on est en face à face. Ici, un des premiers éléments, c'est un rôle socio-affectif. Alors, ne vous méprenez pas, on ne vous demande pas de faire des bisous virtuels à vos étudiants, mais on vous demande vraiment de gérer la vie du groupe. Quand on est en classe, on va pouvoir avoir la possibilité de dire aux élèves: ah, c'est bien, bravo, continue, pourquoi pas. Et puis, on a tout le langage non verbal qui va également nous servir. En ligne, on va devoir écrire tous ces encouragements, ces incitations. On va aller liker les posts des élèves, mettre un petit commentaire: bravo, c'est pas mal, mais est-ce que tu pourrais développer? Et donc, c'est tous ces petits commentaires qui vont enrichir la vie socio-affective finalement du groupe et de la classe en ligne. Une deuxième compétence, un deuxième rôle qui est vraiment important, c'est un rôle de SAV. Donc à nouveau là, il y a quand même un soutien technique. Bien sûr, on ne vous laissera pas tout seul et vous serez aidé, il y aura des vidéos tutoriels et des formations, mais c'est évident qu'il y aura des étudiants qui vont vous dire: j'arrive pas à me connecter, comment on fait, je trouve pas le bon bouton. Donc vous aurez ici une fonction de mentor et de guide de soutien sur les aspects techniques d'utilisation, surtout dans les premiers temps. Une fois que tout le monde sera complètement familiarisé avec la plateforme, ça devrait bien sûr décroître. Troisième compétence qui est tout aussi importante, bien sûr, c'est la compétence pédagogique. Ce que vous faites souvent en cours, c'est donner des explications sur de nouvelles notions. Ici, vous allez pouvoir à nouveau le transférer en ligne et donner des explications par écrit. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure dans le cas de la vidéo sur le passé composé, dans la classe inversée qu'on vous a présentée. On a demandé aux élèves de regarder une vidéo, on leur a dit: si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Donc à ce moment-là, ce sera à l'enseignant d'aller répondre à ces commentaires et d'aller expliciter des points de la vidéo qui auraient pu ne pas être compris par les élèves. Et enfin, dernièrement, c'est une compétence organisationnelle, un rôle organisationnel de planification, de conseil, d'organisation. Quelles tâches je vais donner, à quel moment, on va y revenir ensemble. Donc, si on va un petit peu plus loin, on se rend compte finalement que c'est un peu un rôle d'animateur en ligne. Donc, on ne vous demande pas l'impossible, mais il y a des choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Donc, première, dans cet animateur en ligne, il a quelques objectifs. Le premier, ça va être de partager clairement son objectif. Il va falloir faire attention à la consigne. Parfois, quand on est en classe, en face à face, on peut donner une tâche aux élèves et s'ils n'ont pas compris la consigne, ils pourront nous poser la question. En ligne, notre objectif, ça va être d'être compris et transparent dès la première lecture. Donc, on va s'appliquer à faire des consignes courtes, concises, clairement comprises par tout le monde, avec lesquelles on ajoutera un exemple pour être sûr que l'objectif général de la tâche sera complètement euh, transparent pour tout le monde. Un deuxième critère, c'est d'afficher les règles de fonctionnement. Ce sera important, bien sûr. Il y a un cahier des charges. On demandera aux apprenants combien de fois minimum on souhaite qu'ils participent sur la plateforme, est-ce qu'il y a une présence minimum, le registre de langue auquel on souhaite, auquel on s'attend, le fait que, par exemple, on ne corrigera pas les productions des élèves en ligne, ou est-ce qu'ils ont le droit de s'écrire directement entre eux, de créer leur propre groupe, ou est-ce qu'ils doivent simplement répondre aux sollicitations de l'enseignant? Voilà, tout ça, ce sont des règles de fonctionnement de la plateforme. Il y aura des modèles qui seront bien sûr proposés, mais tout est paramétrable et tout est modifiable.
Un autre rôle de l'animateur en ligne, c'est de prendre la parole et de la rendre aussitôt. À savoir, dans la salle de classe, la plupart du temps, la répartition du temps de parole, même si on essaye de lutter contre, c'est quand même plutôt l'enseignant qui prend la parole et les élèves entre eux qui l'ont un petit peu moins. Donc en ligne, on va intervenir le moins possible pour que tout l'espace de chat, de clavardage, de commentaires soit laissé libre pour les apprenants et qu'ils puissent se saisir de cet espace qui finalement est le leur. L'objectif, ça va être vraiment de rendre les participants actifs, d'améliorer leur expérience d'apprentissage avec des documents authentiques, des activités complémentaires, des ressources, des choses qui vont les faire parler d'eux-mêmes, grâce à des thèmes liés par exemple à l'actualité. Et tout ça va permettre d'animer la classe et de la rendre encore plus vivante et de permettre aux apprenants d'avoir encore une meilleure expérience de leur cours de français à l'Alliance française. Si on se focalise un petit peu plus maintenant sur cet aspect de correction et d'évaluation, les règles de l'écrit en ligne sont un petit peu différentes de celles de l'écrit en classe. Donc, à nouveau, quand on va être face à des productions d'élèves sur une plateforme, on l'a vu un petit peu, c'est vraiment important de donner une appréciation qualitative, à savoir super, bravo, mais encore, est-ce que tu pourrais préciser, toujours avec une démarche positive. On ne va pas être dans la critique, on ne va pas sortir son stylo rouge pour corriger. L'objectif, c'est vraiment de les inciter à prendre en main cette plateforme et y écrire le plus librement possible. Pour ce faire, vous allez dire, mais c'est pas vraiment possible de laisser toutes ces productions finalement pas correctes en français sur la plateforme. Eh ben, il y a plusieurs options qui sont possibles pour remédier à ça. La première, ça peut être un tutorat collectif où au début de chaque séance, on va afficher la plateforme, afficher les commentaires, les productions des élèves. La plupart du temps, ils sont absolument ravis et contents et fiers de voir leur production au tableau. On peut leur demander de s'auto-corriger, soit par deux, soit en groupe collectif. Mais l'objectif, c'est de faire un tutorat collectif et en groupe. On peut aussi apporter des remédiations dans le texte, savoir modifier certaines productions des élèves, mais avec leur accord et avec, par exemple, des règles. Une fois par semaine, je mettrai un commentaire générique sur la totalité, par exemple, des points de langue qui méritent d'être vérifiés au vu de vos productions. L'objectif, c'est vraiment pas d'aller corriger chaque production des élèves. Et c'est important de préciser ces critères d'évaluation à nouveau dès le départ pour désinhiber un petit peu les premières sessions de production. Enfin, je voulais attirer votre attention sur le nouveau module complémentaire des descripteurs du cadre européen commande référence. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le fameux CECRL ou cadre pour les intimes. Donc, on est sur le cadre européen commun de référence pour les langues, qui a été développé par le Conseil de l'Europe et qui sert de référence aux examens du DELF notamment, mais qui sert également à tous les éditeurs de vos méthodes en termes d'objectifs. Donc, c'est notamment ce CECR qui a mis en place les différents niveaux de langue. Depuis septembre 2017, il y a un module complémentaire qui était disponible seulement en anglais. Il vient d'être traduit en français le mois dernier. Je vous le donne ici. Vous pouvez le télécharger. Vous avez les fichiers qui sont juste en dessous. Est-ce que vous les voyez bien, les fichiers? Normalement, vous pouvez les télécharger. Je vous les mettrai également en ligne. Donc, ce module complémentaire fait quand même deux nouvelles 126 pages, ce module. Il est presque aussi dense que le cadre lui-même. Ils ont ajouté des choses qui nous concernent particulièrement aujourd'hui, notamment l'interaction en ligne, l'apprentissage collaboratif, le jeune public. Ils ont également traduit ça en langue des signes. Et ils ont mis en place des descripteurs pré-A1.1, donc vraiment le tout début de l'apprentissage. Si on se focalise un petit peu plus sur l'interaction en ligne, ils ont subdivisé ça en deux sous-descripteurs. Le premier descripteur qui a été rajouté, c'est conversation et discussion en ligne. On est donc dans le fameux chat ou encore clavardage, tel que présenté par nos collègues canadiens. Donc apparemment,
c'est un nouvel item qui sera pris en compte dans les prochains examens du DELF-DALF. Et donc, c'est donc notre job de préparer au mieux nos élèves pour ces discussions et ces conversations en ligne. On pourra donc imaginer qu'un des prochains sujets, c'est au lieu d'écrire un texto, écrivez une lettre comme on a maintenant, ça pourrait être sur une plateforme ou voilà, écrivez à votre enseignant pour lui demander ce genre de choses. Et le deuxième item, c'est la transaction et la coopération basée sur les objectifs. Ici, on va être plutôt dans demander aux élèves d'acheter des choses en ligne ou d'aller faire des recherches en ligne ou encore de collaborer en ligne sous format, par exemple, d'écriture collaborative. Voilà. Donc, ces deux nouvelles échelles, se réfèrent finalement aux activités multimodales typiques des utilisations qu'on peut faire d'Internet ou d'une plateforme, y compris finalement la simple vérification des échanges, de réactions, de production un peu plus longue qu'il peut y avoir, par exemple lorsqu'on fait des débats, ou alors simplement de type chat, qui sont plutôt finalement la transcription d'un langage oral. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en compte lors de nos futures réflexions autour de la mise en place d'une plateforme. Si on fait un petit peu un bilan de ce que je viens de vous dire, c'est que la mise en place d'un cours en ligne, d'une plateforme hybride ou encore d'une classe connectée, comme on les appelle, c'est vraiment un projet à la carte qui est complètement modulable en fonction de chaque alliance et en fonction de chaque public. Ce sont des pratiques qui sont à faire évoluer progressivement et qui permettent finalement un potentiel pédagogique et commercial complètement infini. Boston nous demandait tout à l'heure de revenir sur le deuxième aspect, à savoir la classe e-tutorée et la création de ressources pédagogiques par l'enseignant. Je crois que c'était ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de garder un moment de questions-réponses dans quelques minutes pour qu'on puisse en parler directement. Je voulais faire un point avec vous directement sur le projet Mon Alliance. Donc, c'est la plateforme de référence de la Fondation Alliance française de Paris. Elle a été testée partout dans le monde depuis janvier 2018, dont 2 alliances françaises aux États-Unis, on l'a vu, les collègues de la Nouvelle-Orléans et de Seattle. On propose de vous accompagner dans cette démarche grâce à une formation qui s'appellera Marketing des cours en ligne, qui concernera l'aspect commercialisation de nouvelles offres, qui se tiendra le 10 et le 11 mai, qui sera animée par Neige Prouveau, qui était experte associée au CIEP. Et on vous attend donc nombreux à Washington au mois de mai. La Fondation proposera également une large campagne de communication avec des kits de communication clés en main à l'échelle mai 2018. Et puis, on aura un lancement international de la plateforme au mois de juin. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe à la partie questions-réponses. Et je vais inviter pour ça Alexandra Dorca, qui est la responsable de l'Alliance française de Seattle. Donc, je vous propose d'écrire vos questions directement dans l'aspect conversation. Et je vais du coup donner la main à Alexandra pour que vous puissiez lui poser vos questions. Bonjour Alexandra, est-ce que tu peux nous parler aussi? Tu m'entends? Vous m'entendez? Ouais, super. Oui, on t'entend. Est-ce que tout le monde est bien capable d'entendre Alexandra? Ouais, vous l'entendez? Voilà. Super. Je suis à la maison, donc désolée. J'ai vu Marguerite, est toute belle, mais bon, moi je suis vendredi. Hein. Ah non, pas de souci. Donc, Boston nous demandait si on pouvait revenir un petit peu sur l'aspect, le deuxième aspect, à savoir la classe e-tutorée et la création d'activités sur le présentiel tutoré. Donc toi, Alexandra, tu as créé beaucoup d'activités. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu? Deux petits mots. Donc j'ai commencé je vais parler de mes cours à l'Alliance. On a plusieurs, mais bon, les miens, je les connais très bien. Donc j'ai 4 cours depuis le 21 janvier que je teste avec 37 étudiants. Un cours de méthode 301, 2 cours de conversation qui sont des cours
Actualité mondiale TV5 Monde, et un cours très, très spécialisé, qui est un cours d'écriture. Et donc, le type d'activité, bien sûr, c'est différent d'un cours à l'autre. Pour les cours de conversation, et là, on s'était parlé avec Marguerite, et je confirme ce qu'elle vient de vous dire. Je gagne énormément de temps parce que je soumets le support, que ce soit des articles, des sites web, des vidéos, des audios, je les soumets en ligne sur la plateforme avant le cours. Donc les gens, ils ont le temps de lire, de regarder, de se préparer. Ils font des listes de vocabulaire avec les mots où ils se cherchent, ou s'ils ne comprennent pas. Je vais répondre, je vois Nelly ici. S'ils ne comprennent pas, s'ils ne trouvent pas dans les dictionnaires, donc on va mettre, ils vont poser les questions durant le cours. Pour le 301, et c'est le cours qui marche le mieux, d'ailleurs, sur la plateforme. Tu as quelle méthode? Tu travailles avec une méthode? Je travaille avec Entre nous. Le 301, Entre nous, ça marche. Et donc, je vais continuer le 302. Je mets certains exercices s'appliquent très, très bien. Donc, ils marchent très bien sur la plateforme. Et sans que ce soit nécessairement obligatoire, parce que je ne l'ai pas défini en tant que tel, mais je les mets sur la plateforme telle qu'elle. Donc, temps de préparation, zéro pratiquement. Je prends l'exercice, je le mets sur la plateforme. On faisait l'argot, par exemple, et là, on avait... les gens intervenaient dans les commentaires avec d'autres mots de l'argot. Donc, pratiquement, il répondait. Alors, pour répondre à cette question de Nelly, écoutez, moi j'étais réticente au début un peu. J'ai déjà donné des cours en ligne, donc pas en ce qui me concerne, mais j'avais un peu peur pour les étudiants. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont à la retraite, sinon la plupart. Et la surprise de ma vie a été que, bon, j'ai ouvert les cours un dimanche. J'ai présenté la plateforme lundi, et lundi soir, dans 2 cours, les gens, ils avaient déjà répondu à mes tâches et à mes questions et à mes discussions. Je dirais, bon, il y a 2 personnes qui n'ont jamais ouvert la plateforme, mais la grande plupart, ils sont très, très, très contents. Et ce qu'elle disait, Marguerite, tout à l'heure, je les ai laissés créer des groupes aussi privés. Donc, ils ont des groupes à eux. Il y a un groupe maintenant qui organise un baby shower. Parce qu'une étudiante, c'est elle est mignon. enceinte. Tellement américain. Voilà. Et c'est très drôle parce que, bon, la première annonce, la personne qui a posté, c'était en anglais. Et ensuite, les gens, ils ont commencé, sans que je le demande, parce que, bon, ça, c'est leur truc, ils ont commencé à répondre en français. Donc, ils utilisent... je les laisse... Je leur ai dit pour l'instant, c'est pas grave, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent. Donc, il y avait toutes sortes d'articles, hors cours, mais c'est pas grave. Ils ont mis des articles sur quand Catherine Deneuve, elle avait réagi par rapport à MeToo aux États-Unis, ou un article sur Donald Trump qui était paru dans Le Monde. Oui, sur l'actualité. Donc, ils sont très contents. D'accord. Donc, ça te permet vraiment, finalement, de faire entrer des documents d'actualité dans la classe, parce qu'ensuite, vous pouvez en parler, faire un débat. Est-ce que je fais aussi, parce qu'il y a moyen à ajouter sur la page d'accueil du cours, il y a moyen à ajouter des liens, on les appelle des widgets. Et dans tous les cours, j'ai mis TV5 Monde, Radio RFI avec le journal en français facile, je mets Le Monde. Donc pratiquement, ils vont et ils font clic. Et même des gens qui n'ont jamais lu des médias ou regardé, mais bon, ça c'est rare quand même. Mais, ça fonctionne comme une sorte de base de données aussi. Oui, bien sûr. Ok. Alors les autres, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit? Est-ce que vous avez des questions pour Alexandra sur ses retours de classe pilote, sur le type d'activité qu'elle a pu mettre en classe, sur les différentes modalités?
Moi, je voulais Mhm. savoir, Alexandra, est-ce que tu corriges les productions des Non, élèves ou non. pas? Une seule fois, je l'ai faite. Une seule fois, c'était un exercice. Non. Et ça, je leur ai dit parce que ils sont très. Les gens, en général, je travaille avec des adultes, ces adultes, bon, ils sont très éduqués, donc il y a toujours cette gêne de l'écrit. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a personne, donc ni la directrice de l'Alliance, ni personne à part moi et eux qui voient ce qui se passe. Et je ne corrige jamais l'écrit. À une exception, il y avait un exercice où on faisait une sorte de liste de vocabulaire avec des mots argotiques en français. Donc ça, c'était le manuel. Et bon, là, quelques personnes, elles m'ont même dit, elle voulait écrire, je pense, fringue, mais elle a dit, bon, je sais pas ce qu'elle a écrit, elle a dit, je sais pas exactement comment écrire. Donc là, j'ai corrigé. Parce que l'objectif était de créer D'accord. une liste. Parce qu'elle l'a demandé. Et elle me l'a dit aussi. Mais alors, est-ce qu'ils sont contents? Ils sont très contents, très contents. Je vous dis, bon. Si je peux être honnête avec vous, je pense que la résistance elle est plus parmi les profs que les étudiants sont contents Alors, il y a parce une- que les gens, même les plus âgés, euh, ils sont très techniques. Peut-être que c'est Seattle aussi, on avait parlé de ça avec Marguerite aussi. Peut-être que c'est parce qu'on est à Seattle. Il y a des gens qui étudient le français en ligne déjà. Et ça, je pense que vous le savez, ils consultent toutes sortes de sites de FLE. Donc, ils ont cette aisance Mhm. d'étudier du français en ligne. Et ils adorent ça. Maintenant, la grande question était comment est-ce qu'on continue? Est-ce qu'ils ont toujours accès à leurs anciens cours? Est-ce qu'on peut les transférer? Donc, là, c'est bien intégré. Ils savent que les cours continuent avec la plateforme. Et d'ailleurs, sur Seattle, on a 15 cours qui marchent. Donc, moi, je donne 4, mais il y a 11 autres. Donc, les gens, ils sont D'accord. très... D'accord. Il y a Minneapolis qui nous demande oui. si tu as fait une formation pour tes Alors, apprenants écoutez, pour leur apprendre donc, à utiliser la ouais, plateforme. pour donc les apprenants, oui, donc chaque fois, minimal. Il y a une excellente vidéo sur la plateforme de 3 minutes avec des sous-titres en anglais où on leur apprend l'essentiel. La plateforme, si vous l'avez jamais vue, c'est vraiment un Facebook. C'est exactement le même Oui, modèle. ça ressemble vraiment à un réseau social. Donc, il y a un mur avec, pareil comme Facebook, on peut écrire, on a des billets, on ajoute des liens, des photos, des articles. C'est comme un Facebook, on fait j'aime. Donc, les gens comme il y a beaucoup, même parmi les plus âgés qui connaissent Facebook, ça c'était bien, ça c'était très bien. Et donc, il y a cette mini vidéo et alors tous les cours, je leur ai montré, donc le premier cours, quand j'ai lancé le cours, je leur ai parlé peut-être 10 minutes. 10 minutes en leur montrant, bon, écoutez, ici on fait ça, c'est comme ça qu'on fait la discussion, etc. Il y a un autre truc qui est très très bon, ils peuvent mettre la langue de la plateforme en anglais. Donc, Ouais. oui, Et en oui, espagnol. donc pour les gens donc ça c'est très intéressant parce que je les encourage à le faire, surtout pour les débutants. Il faut faire ça. Il faut vraiment insister parce qu'ils ne connaissent pas des mots comme tâche, les débutants. Donc, ils mettent la langue en Parce que, anglais. parce que c'est vrai, il ne faut pas que la compréhension de l'interface, ça devienne une tâche Oui, linguistique en oui, soi. oui. Donc le fait de mettre la plateforme, l'interface de la plateforme en anglais, ça annule et ils peuvent se concentrer du coup sur la tâche linguistique Oui. telle qu'elle leur est Et je demandée. leur montre parce que bon, au début, ça a duré, je dirais, je sais pas, 2, 3 semaines peut-être, hein. On a eu toutes sortes d'essais et erreurs ou succès ou et là, chaque fois, ce que je trouve c'est très important, ce que j'ai commencé à faire et je trouve que ça marche très très bien. J'ouvre chaque cours avec la plateforme. Donc, j'ouvre la plateforme et je leur dis, bon, est-ce que vous avez vu ce qu'un tel a commenté ou mon post ou la tâche ou j'ai ajouté un document. Et là, ils ont l'occasion aussi de poser des questions. Où ils viennent me voir. Ceux qui sont, il y a beaucoup, j'ai reçu beaucoup, j'ai fait
j'ai compté mes messages privés. Là, je suis à 25. Donc, il y a 25 personnes qui m'ont écrit en privé avec des questions techniques. Donc, ils voulaient pas s'exposer. Ils disaient, bon, je veux acheter une photo. Comment est-ce que je fais? Oui. Euh, voilà. Donc, j'ai fait une mini formation, mais cette vidéo sur la plateforme, elle est super bonne. Elle est super bonne. Vidéo tutoriel. Ok, Mhm. super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On a 15 alliances connectées aujourd'hui, c'est super. Est-ce que vous avez d'autres questions, les collègues? Non, c'est À tout? Minneapolis est en train Ok, d'écrire. Ah, merci. Ok, super. super. Alors, bah, du coup, merci beaucoup, Alexandra. N'hésitez pas à réécrire des questions si ça vous vient. On reste en ligne encore quelques minutes. Oui. Je vous redonne du coup les deux documents qui sont à télécharger. Ce sont donc le support de présentation en PDF ici et le module complémentaire du cadre européen tel qu'on l'a vu. D'accord? Voilà, je vous remets les fichiers ici à télécharger. Super, voilà. Alors, du coup, je repasse la parole à Nelly, une minute. Bon, mais tout d'abord, pour remercier Alexandra, merci beaucoup Alexandra, c'est un précieux témoignage. On sent que vous êtes contente, que l'ensemble des collègues sont contents et surtout que vous apportez quelque chose à vos élèves. Je trouve que c'est très important d'avoir le témoignage des Mhm. usagers. Voilà, je vous remercie à tous. 15 Alliances est un très beau succès. Merci mille fois Marguerite pour ce très gros travail. Je vous invite à nous rejoindre pour la formation que nous aurons le 10 et 11 mai, qui sera un prolongement évidemment de ce que nous mettons en place en ce moment, et qui sera un focus autour de la commercialisation, la mise en marché de cette plateforme, de celle-là ou d'une autre d'ailleurs, si vous deviez choisir une autre plateforme. Mais on espère très sincèrement que vous allez choisir le produit de la Fondation Alliance Française, d'une part parce que nous croyons en lui, parce qu'il est bon, mais parce que nous, on aime utiliser les outils du réseau et faire réseau, justement. Voilà. Et je vous invite également à nous rejoindre pour le prochain webinaire, qui sera un webinaire, d'abord, je vous donne la date, c'est le 13 avril, qui s'intitule Du lexique au savoir, et c'est un webinaire en partenariat avec les éditions Hachette. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer par mail. D'ici là, je vous souhaite à tous de très bonnes sessions de formation et on vous retrouve avec plaisir dans un mois. Merci pour tout. Pour répondre à la question de Boston qui nous demande s'il y aura un module de visioconférence sur la plateforme, il est en développement. Il n'existe pas actuellement parce qu'on est dans la phase de test, mais il sera prêt. Il y aura un module de visioconférence dans la version finale de la plateforme. Donc, je vous en dirai plus prochainement dès qu'on reçoit des informations finalisées de la fondation. Ça, c'est à l'horizon avril-mai. Voilà, donc dans les prochains mois, on pourra vous dire ça. Et puis, je voulais aussi vous donner une dernière info, c'est que cette plateforme, elle pourra être connectée avec vos logiciels de gestion de cours